qui ne va pas vous faire de philosophie, je crois, qui va vous parler de la réalité. Monsieur Chouet qui vient d'écrire un article publié dans la revue Marine sous le titre « Afghanistan, le désert des Tartares ». Article à lire. Hein. Point d'interrogation. Et avec un point d'interrogation, oui. Bien. Ensuite, après avoir écouté des points de vue de terrain, nous écouterons Monsieur Filiu, Jean-Pierre Filiu, qui est diplomate, actuellement professeur à sciences politiques et qui est invité à l'université de Georgetown aux États-Unis. Lui a publié plusieurs livres sur Al-Qaïda. Je vous donne le titre du dernier, qui s'appelle « Les 9 vies d'Al-Qaïda » et qui se lit presque comme un roman. Enfin, François Hesbourg, directeur de la Fondation de recherche stratégique. Conseiller, je crois que vous étiez directeur. Le directeur va être malheureux. Ah, alors, j'étais persuadée que vous étiez directeur. Vous l'étiez. Ah bon. Qui a publié il y a un an, après Al-Qaïda. Alliez-vous trop vite? Je ne sais pas. Donc, après Al-Qaïda, chez Stock, et auquel nous demanderons, après les explications fouillées de Jean-Pierre Filiu, de faire un peu une conclusion sur ce qu'on peut attendre du proche avenir. Alors, la parole est donc à Monsieur Alain Chouette. Bien. Mesdames, Messieurs, bonjour, puis bonne année puisqu'il est encore temps. Alain Chouet, pour les quelques-uns d'entre vous qui ne sont pas encore familiers avec l'organisation interne des services spéciaux, notamment les services spéciaux français, le service de renseignement de sécurité est celui qui est chargé du recueil du renseignement et de la mise en œuvre des mesures actives à l'extérieur du territoire national en matière de contre-criminalité, de contre-espionnage, de contre-prolifération et de contre-terrorisme. Alors tout ça, c'est des activités tout à fait ludiques qui se déroulent à l'étranger, donc évidemment dans l'illégalité la plus absolue et dans le plus grand secret, et ça donne du monde une vision un peu spécialisée. Alors j'ai donc pas l'intention ni la prétention de vous dire mal ce que Jean-Pierre Filiu et François Hesbourg vous diront très bien tout à l'heure, et j'essaierai de me borner à une approche service de renseignement du phénomène. Et là, j'avoue que, compte tenu du thème retenu pour cette table ronde, j'ai hésité à participer à un exercice qui m'est apparu de prime abord un peu comme une espèce de séance de nécromancie, parce que les questions que vous avez qualifiées de byzantines tout à l'heure, Madame Benguiga, me paraissent moins byzantines au premier abord qu'il y paraît. Et comme bon nombre de mes collègues professionnels à travers le monde, j'estime sur la base d'informations sérieuses, d'informations recoupées, que la Qaïda est morte sur le plan opérationnel dans les trous Arad Tora Bora en 2002. Les services pakistanais ensuite se sont contentés de 2003 à 2008 à nous en revendre les restes par appartement contre quelques générosités et quelques indulgences diverses. Sur les quelques 400 membres actifs de l'organisation qui existait en 2001 et dont on trouvera une assez bonne description dans l'excellent bouquin de Mark Sageman, Understanding Terror Networks, il y a moins d'une cinquantaine, essentiellement des seconds couteaux, à l'exception de Ben Laden lui-même et de Ayman Zawahiri, mais qui n'ont aucune aptitude sur le plan opérationnel. Donc moins d'une cinquantaine ont pu s'échapper, disparaître dans des zones reculées, dans des conditions de vie précaires et avec des moyens de communication rustiques ou incertains. C'est pas avec un tel dispositif qu'on peut animer à l'échelle planétaire un réseau coordonné de violence politique. D'ailleurs, il apparaît clairement qu'aucun des terroristes post-11/9 qui ont agi à Londres, Madrid, Casablanca, Djerba, Sharm el-Sheikh, Bali, Bombay, etc., ou ailleurs, n'a eu de contact avec l'organisation. Et quant aux revendications plus ou moins décalées qui sont formulées de temps en temps par Ben Laden ou Ayman Zawahiri, à supposer d'ailleurs qu'on puisse réellement les authentifier, elles n'impliquent aucune liaison opérationnelle, organisationnelle, fonctionnelle entre ces terroristes et les vestiges de l'organisation. Bien. Toutefois, je suis bien obligé, comme tout le monde, de constater qu'à force de l'invoquer à tout propos, et souvent hors de propos, dès qu'un acte de violence est commis par un musulman, ou quand un musulman se trouve au mauvais endroit et au mauvais moment, comme dans l'histoire de l'usine AZF à Toulouse, ou même quand il n'y a pas de musulmans du tout, comme les attaques à l'anthrax aux États-Unis,
À force de l'invoquer en permanence, un certain nombre de médias réducteurs et quelques soi-disant experts de part et d'autre de l'Atlantique ont fini non pas par la ressusciter, mais par la transformer en une espèce d'Amédée d'Eugène Ionesco, ce mort dont le cadavre ne cesse de grandir et d'occulter la réalité et dont on ne sait pas comment s'en débarrasser. Alors l'obstination incantatoire des Occidentaux à invoquer l'organisation mythique qu'on a qualifiée d'hyperterroriste, non pas parce qu'elle a fait, mais parce qu'elle s'est attaquée à l'hyperpuissance, cette obstination incantatoire a eu très rapidement deux effets tout à fait pervers. Premier effet, tout contestataire violent dans le monde musulman, qu'il soit politique ou de droit commun, quelles que soient ses motivations, a vite compris qu'il devait se réclamer de l'Al-Qaïda s'il voulait être pris au sérieux, s'il voulait entourer son action d'une légitimité reconnue par les autres, et s'il voulait donner à son action un retentissement international. Parallèlement à ça, tous les régimes du monde musulman, et ils ne sont pas tous vertueux, nous le savons, ont bien compris qu'ils avaient tout intérêt à faire passer leurs opposants et leurs contestataires, quels qu'ils soient, pour des membres de l'organisation de Ben Laden, s'ils voulaient pouvoir les réprimer tranquillement, et même, si possible, avec l'assistance des Occidentaux. D'où une prolifération de Qaïda plus ou moins désignés ou autoproclamés au Pakistan, en Irak, au Yémen, en Somalie, au Maghreb, ailleurs, le Qaïda dans la péninsule arabique, QPA, etc. Bien. Le principal résultat de cette dialectique imbécile, ça a évidemment été de renforcer effectivement le mythe d'une Qaïda omniprésente, tapis derrière chaque musulman, prêt à l'instrumentaliser pour frapper l'Occident, en général, les États-Unis bien sûr en particulier, au nom d'on ne sait pas trop quelle perversité. Et cette vision-là, elle procède de plusieurs erreurs d'appréciation et de perspective, et elle génère, surtout, des ripostes totalement inadaptées. Parce que si la Qaïda n'existe pas, la violence politique islamique existe, elle, bel et bien. Et l'Occident n'en est qu'une victime indirecte et collatérale. Les idéologues de la violence islamique ne sont pas des fous de Dieu. Ce sont des gens qui ont des objectifs précis. Et leur objectif, ce n'est pas d'islamiser le monde, c'est de prendre le pouvoir et les richesses qui y sont liées dans le monde musulman sans que l'Occident intervienne. Un peu suivant la même démarche qu'avait suivi à son époque le frère Hassan Tourabi au Soudan. Alors même si l'amour-propre des Occidentaux doit en souffrir, il faut répéter sans cesse que les principales, les plus nombreuses et les premières victimes de la violence islamique sont les musulmans. L'épicentre de cette violence islamiste, elle est ni en Afghanistan, ni en Irak. Il est en Arabie saoudite. C'est d'ailleurs ce pays que visait d'abord le manifeste contre les juifs et les croisés, qui a été un peu le texte, à la fin des années 90, le texte fondateur de l'organisation de Ben Laden. Et ce manifeste visait la famille royale saoudienne bien avant les juifs et les croisés. Et c'est aussi ce pays qui, comme le note à juste titre notre ami Antoine Sfer, est le seul au monde à porter un nom de famille. Toute proportion gardée, l'Arabie saoudite, à mes yeux, se trouve dans une situation un peu comparable à celle de la France du premier semestre 1789. Il y a une famille qui s'est installée au pouvoir en 1926 en établissant sa légitimité sur une base religieuse et en usurpant la garde des lieux saints de l'islam à ses titulaires historiques qui étaient la famille des Hachémites. Cette famille, les Saouds, composée aujourd'hui d'à peu près 3000 princes, exerce sans partage la totalité du pouvoir et accapare la totalité d'une rente astronomique provenant de l'exploitation du plus riche sous-sol du monde en hydrocarbures. Afin de conserver sa légitimité face à toute forme de contestation, la famille saoude a fermé la voie à toute forme d'expression démocratique ou pluraliste. Elle pratique, elle répand une interprétation de l'islam la plus fondamentaliste possible pour se mettre à l'abri de toute forme de surenchère dans ce domaine. La famille saoudienne est un peu comme l'Union soviétique. L'Union soviétique ne voulait pas d'ennemis ou de surenchère à gauche. La famille saoudienne ne veut pas de surenchère en islam. Seulement, avec le temps, les retombées de la rente hydrocarbures ont tout de même donné naissance à diverses formes de commerce, d'industrie, auxquelles les princes, comme tous les princes, ne sauraient évidemment toucher sans déroger, et qu'ils ont concédé, moyennant participation aux bénéfices, à des entrepreneurs roturiers, majoritairement issus de pays voisins, de pays étrangers, évidemment musulmans, principalement des Yéménites, et dans une aussi assez large mesure des Levantins, Syriens, Libanais, Palestiniens, plus quelques autres. Et alors que l'avenir du pétrole s'annonce incertain,
ces entreprises